Et donc oui, de toute manière, il a ses qualités, il maintient ses qualités d'interlocuteur. Mais si la question est de savoir si nous pouvons lui faire confiance, la réponse serait plutôt négative parce que c'est quelqu'un qui manque d'expérience, qui est dépendant, qui dépend des décisions d'autres pays et qui apparemment se trouve sous effet des substances psychotropes. Mais que faire? Le peuple ukrainien l'a élu. Quant à notre attitude à l'égard du président Zelensky, ça n'a rien à voir avec son physique ou son passé d'acteur, mais ça vient de ses actions réelles. C'est une personne qui a accédé à ce poste sans avoir un jour d'expérience dans la politique, qui a gagné sa gloire ayant tourné dans un film sur le président. Donc elle a refusé des négociations normales avec nos pays en s'appuyant pleinement sur l'appui de l'Occident et des États-Unis. Donc c'est la personne qui ne mène pas de politique indépendante. La majorité de ces consultants qu'ils écoutent sont les leaders d'autres pays, d'autres États. En fait, c'est quelque chose que nous observons depuis longtemps. Même le service de sécurité ukrainien, 2 étages du bâtiment sont occupés par la CIA. Alors, peut-on vraiment le considérer comme un président indépendant et autonome? Monsieur le Président. Je ne pense pas que les Français puissent consentir à quelque chose de pareil. Bon, les raisons de cette guerre, je les ai déjà citées, mais je peux y revenir. Alors, si les dirigeants ukrainiens avaient eu le courage de reconnaître la réalité, si la direction ukrainienne n'avait pas persécuté leur propre population à Donetsk et à Lugansk, s'il n'y avait pas eu des milliers de victimes parmi les citoyens ukrainiens et les citoyens russes qui y habitent, si l'OTAN n'avait pas donc incité les ambitions de l'Ukraine dans ce sens, si nous n'avions pas eu ce genre de déclaration sur l'armement nucléaire de l'Ukraine, cette opération militaire spéciale ne verrait pas le jour. Vous avez été chef de l'État, Premier ministre, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, président du parti présidentiel de Vladimir Poutine. D'abord, votre regard sur ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que, selon vous, nous entrons dans une guerre mondiale? J'espère que non. Pour l'instant, nous arrivons à retenir, si vous voulez, la situation. Même si on fait une comparaison de la Bible, si on se rappelle des paroles de l'Apocalypse, le premier ange a donc sonné les cornes et donc on a vu les premiers signes de l'Apocalypse. On peut dire qu'on est à peu près à la même stade. On n'est pas encore à l'arrivée de l'Apocalypse et c'est à nous de faire tout le possible pour éviter la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, la politique de notre pays vise justement cet objectif. Et même l'opération militaire spéciale est en fait menée pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Pour la simple raison, si l'Ukraine donc avait eu cet appui pour adhérer à l'OTAN et puis en dirigeant fou ukrainien aurait l'idée de lancer une guerre ou une opération, une agression contre la Russie, ça signifierait le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais M. Medvedev, à partir de quel stade est-ce que vous estimeriez que les intérêts de la Russie, les intérêts vitaux sont menacés? En fait, ces intérêts vitaux sont déjà menacés. Les intérêts vitaux de la Russie sont déjà menacés. Et c'est pour ça, en fait, que l'opération militaire spéciale est en cours, parce qu'elle vise à protéger le Donbass, mais aussi à démilitariser les forces armées ukrainiennes et aussi la dénazification du territoire ukrainien. Si la menace aux intérêts vitaux de la Russie n'existait pas, l'opération ne serait pas en cours non plus. Donc, jusqu'à un certain moment, on aurait pu l'éviter et nous nous sommes lancés dans toute une série de négociations, y compris avec l'Ukraine. En tout cas, nous avons essayé avec nos partenaires européens, avec les États-Unis, mais ces négociations ont été stériles et n'ont abouti à rien. Personne n'a pas voulu nous entendre. L'Ukraine n'espérait qu'une aide occidentale et les Américains, tout comme les Européens, ont refusé tout dialogue. En fait, ils ont refusé de prendre des décisions
pour confirmer la non-adhésion de l'Ukraine dans l'avenir à l'OTAN. Ils ont proclamé cette politique des portes ouvertes et ont refusé de donner des garanties quelconques. Vous connaissez le résultat. Monsieur le Président, il reste que vous avez envahi un État souverain. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que M. Zelensky est un interlocuteur, oui ou non? Zelensky représente l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc oui, de toute manière, il a ses qualités, il maintient ses qualités d'interlocuteur. Mais si la question est de savoir si nous pouvons lui faire confiance, la réponse serait plutôt négative parce que c'est quelqu'un qui manque d'expérience, qui est dépendant, qui dépend des décisions d'autres pays et qui apparemment se trouve sous effet des substances psychotropes. Mais que faire? Le peuple ukrainien l'a élu comme président et il essaye en tout cas de s'acquitter des fonctions du président et du commandant en chef. Donc dans ce sens, oui, il occupe toujours ce poste. Monsieur Medvedev, pardon. Et pour donc rebondir sur la deuxième partie de votre question, on peut avoir des regards différents. Oui, à vous. Je ne comprends pas votre argument sur personnel. Pourquoi ces attaques personnelles contre le président Zelensky? On ne comprend pas très bien votre attitude. Au début de la guerre, beaucoup de sources ont indiqué que vous auriez cherché même à le tuer. Est-ce que vous êtes allé jusque-là? Je ne pense pas qu'il y ait de preuves quelconques. Ce ne sont que des allégations, des spéculations. Quant à notre attitude à l'égard du président Zelensky, ça n'a rien à voir avec son physique ou son passé d'acteur, mais ça vient de ses actions réelles. C'est une personne qui a accédé à ce poste sans avoir un jour d'expérience dans la politique, qui a gagné sa gloire ayant tourné dans un film sur le président. Donc elle a refusé à des négociations normales avec nos pays en s'appuyant pleinement sur l'appui de l'Occident et des États-Unis. Donc c'est la personne qui ne mène pas de politique indépendante. La majorité de ces consultants qu'ils écoutent sont les leaders d'autres pays, d'autres États. En fait, c'est quelque chose que nous observons depuis longtemps. Même le service de sécurité ukrainien, 2 étages du bâtiment sont occupés par la CIA. Alors, peut-on vraiment le considérer comme un président indépendant et autonome? Monsieur le Président. Je ne pense pas que les Français puissent consentir à quelque chose de pareil. Monsieur Medvedev, qu'il y a une influence américaine en Ukraine, c'est une certitude et on va en parler aussi, mais de fait, c'est un président élu démocratiquement. Vous avez dit tout à l'heure, ça reste votre interlocuteur. On peut prendre ça pour acquis qu'un jour vous allez parler avec M. Zelensky? Vous voyez, ça va dépendre de l'évolution des choses. Nous étions prêts à lui parler. Le président Poutine l'avait dit. Et les négociations étaient en cours sur le territoire de la Biélorussie, aussi en Turquie. Mais à un certain moment, les dirigeants de l'Ukraine, avec donc M. Zelensky à sa tête, a décidé qu'il n'avait plus besoin de ces négociations. Il voulait mener cette guerre à outrance, cette guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, ils sont partis, ils ont suspendu ces négociations sans jamais revenir à la table. Donc oui, dans le passé, il a été négociateur, tout comme les membres de son équipe. Par contre, ils ont voulu organiser des négociations au sommet, au plus haut niveau. Notre réponse a toujours été que cette rencontre est quand même conditionnée par un nombre de paramètres. Monsieur Medvedev, à partir de quel stade est-ce que vous estimerez que la livraison d'aide militaire occidentale fait des Occidentaux des belligérants, en particulier les États-Unis? Les États-Unis et les membres de l'OTAN, en fait, de facto, sont déjà impliqués dans ce conflit. Et si on utilise les formules anglo-saxonnes, les États-Unis, le monde occidental et l'OTAN, et malheureusement la France en partie, mènent, c'est comme on dit en anglais, les proxy wars. Donc les guerres par procuration, ils ne contribuent pas au règlement du conflit. Au contraire, ils ne font que l'exacerber,
que l'attiser en fournissant différents types d'armes défensives, en allant des armes légères et de petit calibre jusqu'aux systèmes de missiles, les lance-roquettes multiples, comme le fameux système HIMARS. Et même si, périodiquement, on entend des voix dans l'Occident qu'il faut quand même prendre des précautions en livraison de tel type d'armes pour ne pas aggraver la situation davantage et mener à une escalade du conflit déjà sur le territoire russe. Et cependant, un gros paquet d'aide a été adopté par les États-Unis sans précédent, vraiment en montant de dizaines de milliards de dollars. C'est une aide qui va directement en Ukraine. N'est-ce pas un proxy war, n'est-ce pas une guerre par procuration? Si. Je comprends que oui, la guerre, c'est aussi le moyen de faire profit pour les corporations américaines. Bien sûr, une partie de ces milliards va s'atterrir dans les poches des entreprises occidentales. Monsieur Medvedev, pardon. Ou par une autre voie criminelle se passera dans d'autres pays. Donc au final, ça sera un flux de contrebande. C'est ça la réalité. Sur le point précis, un peu technique, vous avez cité les HIMARS. Si les HIMARS sont à pleine puissance, donc je crois 300 km avec une force d'offensive, est-ce que vous considérez que définitivement l'Occident est devenu belligérant? En fait, j'ai déjà pu constater que d'une manière ou d'une autre, l'Occident prend part à ce conflit. L'Occident n'a pas dit, bon, nous n'allons qu'observer, nous allons créer des conditions favorables pour les négociations, nous allons inviter des négociations et proposer nos services de bonne volonté. Mais non, l'Occident a préféré de gaber l'Ukraine avec des armes, de l'argent, des ressources pour que l'Ukraine puisse s'approvisionner d'armement. N'est-ce pas une participation à un conflit? Pour revenir au système HIMARS, oui, pour l'instant, donc, il ne pose pas de menaces trop grave, on va dire, mais effectivement, comme vous l'avez dit, ces systèmes en particulier et d'autres systèmes similaires, en fait, en fonction du type des missiles, ils peuvent en fait agir dans différents rayons d'action à des distances différentes. S'il s'agit de 70 km, c'est une chose. S'il s'agit de 300-400 km, c'est autre chose. Oui, ça pose problème. C'est une menace pour le territoire russe déjà. Là, si cette menace va à un certain point, est-ce que dans la doctrine militaire russe, oui ou non, il existe la possibilité de recourir à une arme nucléaire tactique? La doctrine russe sur ce sujet, en fait, est un document qui a été rendu public, c'est accessible. Le document s'agit des fondements de la politique nationale dans le domaine d'utilisation d'armes nucléaires. Et donc, il y a 4 raisons prévues pour l'utilisation, le recours aux armes nucléaires. Je peux, si vous voulez, les énumérer. Donc, la première raison... Mais surtout, pardon de vous interrompre, on a surtout envie de savoir si, de votre point de vue, c'est effectif maintenant, si vous pouvez en arriver là dans votre esprit. Oui, justement, ça fait partie de ma réponse. Donc le lancement des missiles, l'utilisation des armements nucléaires, la frappe des infrastructures critiques qui gèrent les armes nucléaires ou d'autres actions qui représentent la menace pour la survie de l'État. Voilà les 4 raisons. Pour l'instant, nous n'observons pas de telles actions. Si vous parlez donc des armements nucléaires tactiques ou des armements avec de l'uranium qui n'est pas enrichi, pour l'instant, notre pays n'a pas fait recours à de telles armes, même si nous en sommes dotés. Ce qui, en fait, nous diffère des États de l'OTAN, qui, au cours des 30-40 dernières années, font recours régulièrement en Irak, en Yougoslavie. Il y a une intrigue, mais il y a aussi des conséquences bien tristes. Donc, il faut d'abord peut-être analyser les actions des pays occidentaux. Notre réponse sera bien évidemment symétrique aux menaces qui se présentent contre notre pays. Vous voyez... Ça veut dire, pardon en particulier, pardon encore de vous interrompre, mais pour être très précis, parce que c'est important, en Pologne, actuellement, les Américains augmentent très fortement leur présence militaire. Est-ce que ça va appeler de votre part une réponse immédiate? Nous l'avons dit, en fait, à plusieurs reprises.
les activités visant à élargir la présence militaire dans les pays déjà membres de l'OTAN, c'est quelque chose qui ne nous réjouit pas, mais c'est une chose naturelle. Les mêmes activités ont toujours été en cours dans les années 70 ou 80. L'OTAN n'a jamais cessé d'élargir son empreinte en s'approchant de nos frontières. Nous n'avons vraiment réagi qu'au moment où l'OTAN a voulu aussi s'emparer de l'Ukraine, donc élargir sa présence à ces territoires-là. Et d'autre part, à un même moment, le leader ukrainien a dit qu'il n'excluait pas la possibilité de doter l'Ukraine d'armes nucléaires parce qu'ils ont déjà certaines capacités. Alors comment pourrait-on ne pas réagir? Bon, historiquement, l'Ukraine y a renoncé. Dans l'histoire du 91, l'Ukraine avait renoncé à son armement nucléaire, donc on en est très loin pour l'instant. Et elle n'est pas membre de l'OTAN. Oui, l'Ukraine a renoncé effectivement à ses capacités nucléaires, mais le président Zelensky, quelques mois avant le lancement de l'opération militaire spéciale, a dit qu'il n'exclut pas le relancement des travaux, visant à accroître les capacités nucléaires ukrainiennes, ce qui a, comme vous le savez, aggravé la situation et a poussé la Russie à lancer son opération. Donc cette opération, en fait, pour l'instant, suit le scénario modéré. Notre pays, ainsi que les forces des républiques de Donetsk et de Lugansk, n'agissent que contre les forces armées ukrainiennes, donc les forces militaires de l'Ukraine, qui, de leur part, continuent d'agir dans ce paradigme de nationalisme déchaîné. Ça veut dire que nos actions ne ciblent que les militaires. Dans Monsieur un autre Medvedev, cas de figure, cette compagnie aurait pu achever beaucoup plus rapidement, mais avec d'autres conséquences pour l'Ukraine. L'infrastructure aurait été complètement détruite, les centres de prise de décision, les organes d'État. Nous avons choisi un autre scénario. Monsieur Medvedev, évidemment, il y a beaucoup de victimes civiles. Il suffit de rappeler les destructions de Mariupol pour mesurer à quel point la Russie a détruit massivement des infrastructures civiles et tué aussi des civils. Question vraiment historique. Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver là ? La Russie est un pays avec d'énormes atouts. Le gaz, on va en reparler, l'intelligence des cerveaux, le soft power. Est-ce que vous étiez forcé d'arriver à une guerre aussi brutale et aussi meurtrière ? Bon, les raisons de cette guerre, je les ai déjà citées, mais je peux y revenir. Alors, si les dirigeants ukrainiens avaient eu le courage de reconnaître la réalité, si la direction ukrainienne n'avait pas persécuté leur propre population à Donetsk et à Lugansk, s'il n'y avait pas eu des milliers de victimes parmi les citoyens ukrainiens et les citoyens russes qui y habitent, si l'OTAN n'avait pas incité les ambitions de l'Ukraine dans ce sens, si nous n'avions pas eu ce genre de déclaration sur l'armement nucléaire de l'Ukraine, cette opération militaire spéciale ne verrait pas le jour. Pour ce qui est des victimes parmi les civils, oui, malheureusement, chaque guerre fait des victimes, mais en grande partie, ils sont liés à la politique désastreuse des forces armées ukrainiennes parce que eux, ils utilisent leur propre population comme des boucliers humains en installant les lance-roquettes HIMARS dans les écoles, dans les hôpitaux, ce qui provoque naturellement les pertes parmi les civils.